Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une troisième vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc dans cette vidéo nous allons voir tout particulièrement comment est-ce que fait par exemple un webmaster pour envoyer des fichiers sur un serveur. Rappelez-vous, dans ma première vidéo j'avais défini ce qu'était un site web. J'avais dit que c'était des pages liées entre elles qui se trouvaient sur une machine et cette machine n'était autre qu'un serveur. Et donc vous pourriez me dire comment est-ce que l'utilisateur a transféré les fichiers qui se trouvaient sur son ordinateur personnel sur le serveur. Donc pour cela il a utilisé un protocole spécifique justement à l'envoi de fichiers qui s'appelle le protocole FTP. Donc FTP signifie File Transfer Protocol. Donc vous l'auriez compris, c'est le protocole qui se charge de transférer un fichier d'une machine à une autre. Ce protocole suit une logique client-serveur, c'est-à-dire qu'on va avoir une machine qui va jouer le rôle de client FTP, par exemple FileZilla, et encore on va avoir en face un serveur FTP, par exemple le logiciel FileZilla Server. Et ces deux machines vont communiquer grâce à des requêtes FTP pour s'échanger entre elles des fichiers. Par exemple, prenons le cas de l'envoi. Je souhaite donc stocker un fichier sur le serveur FTP. Qu'est-ce que je fais? J'envoie tout simplement une requête FTP en lui annonçant que je vais lui envoyer le fichier. Le serveur va recevoir le fichier et va ensuite me faire un retour pour savoir si l'envoi du fichier s'est bien passé, s'il n'y a pas eu d'erreur, si le fichier n'est pas corrompu ou si le temps d'attente du serveur n'est pas trop long. Pour le téléchargement, cela revient à peu près au même, c'est-à-dire que mon client FTP va envoyer une requête FTP à mon serveur FTP en lui demandant j'aimerais télécharger un fichier X ou Y. Le serveur FTP lui va prendre en compte cette demande et va donc envoyer une requête FTP où il va nous transférer le fichier demandé. Donc là, bien entendu, c'est très simplifié, j'ai sauté la phase où on se connecte sur le serveur nous renvoie un code de retour en nous disant que nous sommes bien connectés, il nous demande un login, on lui donne un login, il nous demande un mot de passe, on lui rend un mot de passe, il nous envoie la liste des fichiers, nous demandons le fichier que nous voulons et il nous le transfère. Bon, là j'ai fait plus simple, nous n'avons pas besoin pour le moment d'en savoir plus. Donc vous vous dites, si moi j'aimerais échanger des fichiers, il me faudrait donc un client FTP. Donc est-ce que c'est un logiciel payant? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dur à installer? Non, pas du tout. Vous pouvez bel et bien utiliser des logiciels tiers, mais Windows en propose un qui est tout sauf sexy. Alors, vous connaissez les Windows. Pour cela, ouvrir votre invite de commande. Et ici, en fait, il vous suffit de taper FTP, puis l'adresse IP ou le nom de domaine, qui revient au même si vous avez bien suivi, du serveur FTP. Donc en l'occurrence, je me suis fait un petit serveur local, donc je vais utiliser le 127.0.0.1. Et donc, là, il me dit que je me suis bien connecté. Pour info, j'ai ici un fichier FTP qui se trouve en réalité sur mon bureau, qui contient que deux fichiers, qui sont les deux précédentes diapos. Et j'ai également ici un autre fichier qui se trouve donc dans mes documents. Et c'est là où contient l'ensemble de mes diapos. Donc ici il va me demander de me connecter. Je me suis créé un compte avec un nom BigNai et un mot de passe qui est également BigNai. Et là par exemple si je fais une commande dire pour voir quels sont les fichiers qui se trouvent sur mon serveur, ici il me répond bien qu'il n'y a que deux fichiers qui sont ceux-là. Donc là je peux les télécharger, je peux faire des manips avec, je peux créer des dossiers parce que je me suis donné tous les droits également. Voilà comment fonctionne l'outil de Windows. Après nous franchement en tant que programmeurs nous n'utilisons pas cet outil. Nous utilisons plutôt des logiciels graphiques du type FileZilla qui est un client FTP plutôt bien, qui est gratuit en plus. Ici on n'a plus qu'à donner notre numéro d'hôte, donc moi j'ai dit que c'était le 127.0.0.1. Un identifiant, donc moi j'ai dit que c'était BigNai. Un mot de passe, j'ai dit que c'était également BigNai. Et le port, je m'en moque. Et voilà, ici je suis bien connecté sur mon serveur FTP comme vous le voyez.
Et après, pareil, par glisser-déposer, je peux m'amuser à télécharger ou uploader. Ici, il y a également la diapo FTP que j'utilise actuellement et qui n'est pas stockée sur mon serveur FTP. Ici, je n'ai qu'à faire un cliquer déposer et voilà, il a été ajouté. Et si je regarde cette fois dans mon dossier FTP, on peut voir que je trouve bien mon fichier FTP. C'est grâce à cela que les webmasters communiquent avec le serveur web de l'hébergeur. L'hébergeur leur donne un identifiant et un mot de passe pour se connecter au FTP du serveur et nous transférons l'entièreté de notre site sur ce serveur FTP grâce à des logiciels tels que FileZilla. Donc bien sûr, nous envoyons là-dessus tous nos fichiers de notre site et nous pouvons récupérer également tous les fichiers PHP. Donc là se pose quand même la question de la sûreté et de la sécurité. Donc est-ce qu'une connexion FTP est sécurisée et sûre? Et bien là je vous répondrai que cela dépend de la configuration de votre serveur FTP. Bien souvent dans les hébergeurs pour les sites web, on exige un identifiant et un mot de passe pour chaque compte utilisateur. De même, pour chaque compte utilisateur, on va lui donner des droits spécifiques. Par exemple, on va lui retirer le droit de supprimer ou de créer des dossiers. Pourquoi pas? Mais là encore, ce n'est pas obligatoire. Il peut très bien exister des comptes FTP qui n'exigent pas d'identifiant ou de mot de passe. C'est le cas par exemple des serveurs FTP de Free. Mettre en anonymous, il n'y a pas de mot de passe. Je souhaite interrompre. Et voilà, et là vous pouvez voir que je me suis connecté au FTP de Free. Donc après, vous pouvez vous amuser, hein. Vous pouvez voir, il y a des FTP miroirs. Il y a de la pub si ça vous intéresse. Après, voilà. Mais vous voyez qu'il y a des serveurs FTP qui ne sont pas forcément fermés par un couple identifiant mot de passe. Certains sont ouverts où il suffit de mettre Anonymous et pas de mot de passe. Pour éviter que quelqu'un utilise la technique de l'homme au milieu pour subtiliser tout ce que vous envoyez par exemple, certains serveurs proposent une connexion cryptée, c'est-à-dire qu'ils utilisent le FTPS. Donc là c'est au niveau du protocole, hein, je ne vais pas vous montrer. Ça revient un peu comme le HTTPS, en gros ça veut dire que vos données seront encryptées et donc plus sûres. Donc voilà comment est-ce que nous échangeons des données pour mettre des fichiers sur le serveur web. Bien sûr le FTP ne sert pas uniquement à ça, vous pouvez, comme je l'ai très bien fait, un serveur local que vous proposez par exemple à l'ensemble de votre classe et ainsi toute la classe peut vous envoyer des fichiers sur votre ordi et toute la classe peut les récupérer. Cela fait ainsi une centralisation des informations et cela peut être utile. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que cela a été instructif. Et donc merci et au revoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et encore une fois, il va y avoir un petit bonus parce que ces vidéos ne durent toujours pas très longtemps. Donc dans cette vidéo, vous avez pu voir que j'ai utilisé l'adresse IP 127.0.0.1. En réalité, cette adresse IP est une adresse particulière, c'est une adresse loopback, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'adresse IP qui va caractériser votre ordinateur. Bien sûr, ce n'est pas l'adresse que vous avez sur le réseau, qui est une adresse IP spécifique, mais celle-ci est une adresse IP qui se tourne sur la machine elle-même. C'est très utile notamment lorsque vous avez des choses en local à appeler. C'est d'ailleurs peut-être que certains ont l'habitude d'utiliser localhost pour ça. Il faut savoir qu'en réalité, localhost est un alias de l'adresse IP 127.0.0.1. On peut voir cela dans notre OS quand on va dans Windows. Puis on va aller dans Système 32. Et ici, on va aller dans les drivers. Et on va aller dans ETC. Ici, il y a un fichier qui s'appelle host. Si nous l'ouvrons, nous arrivons là-dessus et nous voyons ici que localhost correspond à l'IP 127.0.0.1.
Il faut savoir qu'avant que les noms de domaine existent, on utilisait justement ce fichier host. En fait, les navigateurs vont d'abord regarder le fichier host pour chercher s'il y a des équivalences entre un nom de domaine et une adresse IP. Bien entendu, maintenant nous n'utilisons absolument plus, nous utilisons les serveurs DNS, et de ce fait ce fichier est devenu obsolète, sauf pour l'adresse loopback, donc 127.0.0.1, qui définit le localhost, c'est-à-dire l'hôte local, c'est-à-dire notre PC. Voilà, merci et au revoir.